Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 26 consacré à Darktable. Mistral FM, célèbre radio de la région toulonnaise, émet sur 92,4 MHz. Pour capter cette radio, rien de plus simple. Vous tournez l'aiguille de votre tuner et vous la placez exactement sur ce repère à 92,4 MHz. À cette fréquence native donc, vous entendrez parfaitement cette radio et les émissions qu'elle diffuse. Vous les entendrez parfaitement, à condition bien entendu que votre antenne soit dans une zone assez dégagée. Figurez-vous que j'habite dans un petit village au nord-est de Toulon qui est assez encaissé. J'habite dans ce que l'on appelle vulgairement un trou, car tout autour de chez moi, il y a des tas de montagnes, collines, qui viennent rendre la réception des stations FM assez difficile. Malgré tout, comme Mistral FM est une radio qui passe plutôt bien, je l'entends sans grosse difficulté. Mais je l'entends tout de même avec un léger souffle en arrière-plan. Tant que je n'écoute pas ma radio préférée trop fort, ce souffle n'est pas excessivement gênant, mais lorsque les musiques qui passent sont plaisantes et que j'ai envie de monter mon niveau sonore, j'augmente non seulement le volume de la radio, mais aussi le volume de ce souffle. Si par malheur, mon tube giga méga disco préféré se met à passer et que j'ai envie de pousser les meubles et de danser comme un fou, à ce moment-là, vais-je devoir pousser le volume à fond, et à ce moment-là, ce souffle viendra se substituer à la réception de la radio, et ce que j'entendrai sera carrément inaudible. J'en vois encore une fois de plus s'interroger sur ma santé mentale. Rassurez-vous, vous êtes bien dans un tuto photo, et pour savoir de quoi je parle, eh bien, le mieux serait de ne pas couper cette vidéo. A tout de suite. Pour régler votre exposition, vous allez vous appuyer sur le bon vieux triangle de l'exposition. Une règle d'or qui consiste en l'équilibre subtil de 3 paramètres, que sont la vitesse, l'ouverture et la sensibilité. On a coutume de dire que ces 3 paramètres agissent sur la lumière un petit peu à l'instar de ce que ferait un robinet sur de l'eau. Ce n'est pas tout à fait exact, car en réalité, seuls 2 des 3 paramètres ont cette vertu, ce talent. Ces 2 paramètres sont la vitesse et l'ouverture, car seuls ces 2 paramètres sont équipés d'un dispositif mécanique capable de le faire. Pour la vitesse, il s'agira de l'obturateur focal, et pour l'ouverture, du diaphragme. En ce qui concerne la sensibilité, donc vos ISO, les choses sont complètement différentes. Lorsque j'entends dire à un débutant « Fais rentrer plus de lumière, augmente ta sensibilité », là, les poils de mes bras s'hérissent un petit peu, car en réalité, lorsque vous augmentez votre sensibilité, vous ne faites pas rentrer plus de lumière. Là, mes amis, nous rentrons tout droit dans l'analogie entre une radio FM et un appareil photographique numérique. Chaque radio FM a sa fréquence propre, sa fréquence native, 92.4 pour notre petit Mistral FM. Eh bien, figurez-vous que chaque appareil photographique numérique équipé d'un capteur a une sensibilité native, 100 ISO pour mon Patax K5. Dès lors que je sors de mes 100 ISO, ce que j'obtiendrai ne sera plus tout à fait naturel. En gros, j'aurai modifié la sensibilité de mon capteur et j'aurai donc modifié la capacité qu'il aura à, en quelque sorte, éclaircir le signal. Continuons l'analogie. Si vous recevez faiblement une radio FM, peut-être devrez-vous faire appel à un dispositif qu'on appelle un préampli. Ce dispositif va donc recevoir votre signal, le signal de votre radio, et l'amplifier. Il amplifiera votre radio, mais il amplifiera aussi les parasites, les crépitements, le souffle. Si ce préampli est poussé beaucoup trop fort, au bout d'un moment, vous obtiendrez un bruit complètement inaudible qui viendra nuire tellement que vous serez obligé de couper votre radio FM. Et bien sur un appareil photo, c'est exactement la même chose. Plus vous poussez la sensibilité de votre capteur, plus celui-ci va ramasser le signal, mais aussi les parasites, les crépitements, le souffle, bref, comme vous le feriez sur une vieille radio FM mal captée. Cette problématique s'appelle le bruit. En réalité, nous devrions l'appeler les bruits, car un problème n'arrive jamais seul. Figurez-vous, mes amis, que votre ennemi juré, le bruit, a en fait des tas de petits copains. Vous ne devrez donc plus combattre un ennemi, mais plusieurs, qui ne portent pas le même nom. Afin de bien identifier nos ennemis, nous allons nous rendre sur Wikipédia et parler un petit peu terminologie. A tout de suite. Voici la définition que nous donne Wikipédia du bruit numérique. Le bruit d'image est la présence d'informations parasites qui s'ajoutent de façon aléatoire aux détails de la scène photographiée numériquement. Il est plus particulièrement visible dans les zones peu éclairées, où le rapport signal-bruit est faible, mais aussi dans les parties uniformes telles qu'un ciel bleu. Il a pour conséquence la perte de netteté dans les détails. Wikipédia vous dit plus loin qu'il y a visiblement 2 types de bruit d'image qui s'accumulent. Le bruit de chrominance, qui est la composante colorée des pixels bruités, il est visible sous la forme de taches de couleurs aléatoires. En voici un exemple.
et aussi le bruit de luminance qui est la composante lumineuse des pixels bruités. Il est visible sous la forme de taches plus foncées ou plus claires, donnant un aspect granuleux à l'image. Un exemple dans cette vignette. Voici donc principalement les deux bruits auxquels vous allez être confrontés, mais si je fais dérouler ma molette un petit peu plus loin, je me rends compte qu'il existe du bruit thermique, du bruit sel et poivre, du bruit de grenaille, du bruit de lecture, du bruit de quantification, bref des tas et des tas de bruits. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller voir chez Darktable comment combattre ces deux nouveaux ennemis, vous devrez admettre un principe simple. Le bruit est un problème hérité. Lorsque vous ramenez votre photo dans votre ordinateur, il est déjà trop tard. Vous ne pourrez plus supprimer ce bruit. Vous pourrez certes le combattre avec des outils puissants, adaptés, mais ces outils ne vous donneront rien d'autre que ce que l'on peut appeler un bon compromis. En réalité, votre capteur a des sensibilités auxquelles vous ne devrez pas le confronter. Vous devrez donc apprendre à connaître votre matériel, à faire des tests, et ensuite, vous devrez vous forcer à ne pas dépasser certaines sensibilités, au risque d'avoir des images beaucoup trop médiocres. Vous devrez donc soit ne pas aller à cette sensibilité-là, soit accepter, admettre le résultat qu'il vous donnera. C'est un principe simple. Si votre appareil photo est médiocre à 12500 ISO, ne prenez pas de photos à 12500 ISO, ou bien acceptez-en le résultat. Allez, on va jeter un œil du côté de Darktable pour voir quelle force de frappe il met à notre disposition pour combattre le mieux qu'il peut cette cochonnerie qu'on appelle le bruit numérique. A tout de suite. En matière de lutte contre le bruit, Darktable vous gâte, car ce n'est pas un, mais 4 modules que Darktable met à votre disposition pour lutter contre le bruit. Ces 4 modules, je les ai réunis dans mon tiroir favori. Il s'agit de réduction du bruit non local, réduction du bruit bilatéral, réduction du bruit de profil, réduction du bruit RAW. Revenons un peu sur ce que disait Wikipédia sur le bruit numérique. Le bruit d'image est la présence d'informations parasites qui s'ajoutent de façon aléatoire aux détails de la scène photographiée. Il est visible dans les zones peu éclairées où le rapport signal-bruit est faible. Il a pour conséquence la perte de netteté dans les détails. Laissez-moi vous citer un proverbe chinois. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Ce petit principe est parfaitement adapté à cette histoire de lutte contre le bruit dans Darktable, mais aussi dans n'importe quel autre logiciel. Le bruit peut apparaître non seulement à de fortes sensibilités, mais aussi lorsque les conditions de prise de vue sont un petit peu compliquées. Essayez par exemple de prendre à 100 ISO une scène très contrastée sous la lumière de la lune. Vous risquez de voir apparaître un bruit bien plus important qu'une photo prise dans de bonnes conditions de luminosité à 6400 ISO. Et oui, le bruit peut apparaître à de faibles comme à de grandes sensibilités. L'autre problématique, c'est que le bruit revêt plusieurs visages. On peut le voir sous la forme de la manifestation de grains, mais aussi de taches. Ces taches peuvent avoir différentes tailles, différents rayons, et elles peuvent être espacées entre elles de différentes distances. Et comme si cela ne suffisait pas, vient se rajouter un problème de chrominance, avec des taches de couleurs elles-mêmes différentes, qui ont la même problématique que les taches du bruit de luminance, avec donc les rayons, les tailles et les distances. Pour lutter contre le bruit, les logiciels utilisent des algorithmes de calcul très puissants. Mais lorsque ces algorithmes se heurtent au cumul de tous ces problèmes à la fois, à ce moment-là, ceux-ci piochent. Ou bien, pour combattre tous ces problèmes à la fois, ils vont devoir, comment dirais-je, forcer le trait, et donc pousser leurs vertus dans des retranchements qui rendront à vos photos des rendus pas très naturels. Ce qu'il faut savoir sur les algorithmes de calcul qui luttent contre le bruit, c'est que la base de leur fonction première, c'est un masque de flou. Car en effet, comme la première manifestation du bruit est un excès de grains ou de taches, on va utiliser des masques de flou pour venir poncer, élimer, éroder ces grains afin de les remettre au même niveau que la photo de base. Et donc, cela va l'aplatir et donc vous allez perdre des détails. La plus grande difficulté dans la lutte contre le bruit est justement de lutter contre tous ces phénomènes tout en conservant un maximum de détails. Vous allez voir dans les exemples qui vont suivre que ce n'est pas si évident que cela. Afin de bien comprendre comment tout cela fonctionne, je pourrais très bien
pousser quelques curseurs et vous montrer sur une image comment lutter contre le bruit. Mais ceci serait vraiment purement scolaire et ne serait pas forcément adapté à vos images. Car pour chaque image bruitée, il y a un bruit différent. Ce qui est bon pour moi n'est pas bon spécialement pour vous, et ce qui est bon pour votre image numéro 27 ne le serait pas spécialement pour votre image numéro 42. Car il existe différentes sensibilités, prises avec différents objectifs, avec différents boîtiers, à différentes heures, dans différentes conditions. Vous devrez donc plutôt que de répéter scolairement l'application de certains curseurs, de certains réglages, apprendre à identifier le bruit et apprendre à comprendre comment les logiciels luttent contre ce bruit. Car vous verrez un petit peu plus loin dans ce tuto qu'il existe d'autres méthodes pour lutter contre le bruit, d'autres méthodes qui viendront en renfort de ces 4 modules. Rassurez-vous, vous êtes en sécurité, vous avez Darktable. Nous allons donc décortiquer dans un premier temps ces 4 modules. Nous allons observer, regarder comment ils fonctionnent, nous allons les commenter, et essayer de mettre en application 2-3 petites choses sur différentes images, bien entendu bruitées numériquement. On n'a pas du boulot là? C'est pas du grand format? Allez, courage, à tout de suite. 4 modules donc à votre disposition. Pardonnez-moi de ne pas commencer par le premier, mais plutôt par le troisième, car à tout seigneur, tout honneur, j'ai nommé le module réduction du bruit de profil, et sans aucun doute le module le plus adapté, le plus performant, le plus assisté des 4. Il doit certainement ses performances à son origine, à sa création. Sachez que ce module a fait l'objet d'un travail énorme de la part des développeurs. Ils ont en effet réuni des tas de données statistiques issues de leurs propres observations, mais aussi des retours de tas d'utilisateurs. Ils ont donc concaténé, réuni des tas de données concernant des tas de boîtiers, à des tas de sensibilités, puis ils ont observé le comportement du bruit dans les images, le bruit de luminance, mais aussi le bruit de chrominance. À partir de ces données, ils ont donc déterminé des profils. Ce petit module lit les données EXIF de vos images, reconnaît le boîtier, la sensibilité, et vous livre donc un profil adapté et traite en même temps, d'un seul jet, le bruit de chrominance et le bruit de luminance. Sachez que lorsque vous activez ce module réduction du bruit, le résultat est souvent très convenable, mais s'il échoue, attendez-vous déjà à passer en mode retroussage de manches, car il se pourrait bien que votre image ait un bruit d'une complexité telle que vous deviez faire appel à d'autres outils, voire à d'autres modules. Mais n'allons pas trop vite en besogne. J'observe d'ailleurs que le premier menu à votre disposition dans le module réduction du bruit de profil est le menu profil. Lorsque vous cliquez, la première ligne est donc la ligne du profil que vous livre le petit module, puisqu'il l'a lu dans vos EXIF, et ensuite il vous liste tous les profils qui sont à votre disposition. Je vous ferai observer que tous les profils sont des profils par tranche, 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, etc. Sachez tout de même que si vos photos ont été prises à des valeurs ISO intermédiaires, ce petit module va aller chercher la valeur haute la plus proche, la valeur basse la plus proche, va créer une interpolation des valeurs et donc déterminer un profil moyen à partir de ces valeurs hautes et basses. Juste en dessous, on trouve un menu, pardonnez-moi, le menu mode très important. Vous avez donc à votre disposition 2 options, le mode moyenne non local et le mode ondelette. Sachez, et c'est très important, que le mode moyenne non local va combattre plus spécifiquement le bruit de luminance, tandis que vous vous en doutez, le mode ondelette, lui, va s'occuper du bruit de chrominance. Juste en dessous, 2 curseurs à votre disposition. Je vous rappelle que nous sommes en mode moyenne non locale, donc en mode de combat contre le bruit de luminance. J'ai donc à ma disposition 2 curseurs, un curseur de taille et un curseur de force. Pour faire simple, en gros, le curseur de taille va vous aider à déterminer le niveau de détail que vous souhaitez conserver dans votre image, tandis que le curseur de force, lui, va déterminer la force de votre lissage. Comme en mode moyenne non locale, le petit module est plutôt orienté contour, structure, attention tout de même de ne pas pousser trop votre curseur de force au risque de perdre beaucoup trop de détails. En ce qui concerne le curseur de taille, là encore faites attention, plus vous poussez votre curseur de taille, plus vous faites rentrer du détail dans votre image, mais attention, le détail avec une image bruitée est souvent synonyme aussi de bruit de pollution. Vous devrez donc équilibrer subtilement ces 2 paramètres et équilibrer la quantité des détails que vous jugez, comment dirais-je, acceptable et la force du lissage que vous souhaitez elle aussi acceptable. Lorsque je clique sur le mode ondelette, petite observation. Instantanément, je perds un curseur. Mince, bizarre tout ça.
Rassurez-vous, rien de grave. Lorsque vous êtes en mode ondelette, je vous rappelle que vous êtes dans un mode ciblé bruit de chrominance. Dans l'algorithme même de calcul du petit module, le mode ondelette sait pertinemment ce qu'il a à faire. Il doit aller chercher les tâches colorées espacées les unes des autres, selon le mode RVB, et donc il n'a pas vraiment besoin de votre avis pour faire son job. En revanche, il a besoin de votre avis quant à la force du lissage que vous allez décider de mettre. Et à ce moment-là, vous devrez agir sur ce curseur pour déterminer donc la force du lissage dans le mode ondelette. De la même manière que pour le mode moyenne non locale, plus vous poussez votre curseur vers la droite, plus vous allez lisser et perdre de détails. Ce petit module est un module extraordinaire, mais il est extraordinaire parce qu'il est aussi dans un logiciel qui est lui aussi extraordinaire. Je vous rappelle que dans Darktable, dans quasiment la totalité des modules, vous pouvez créer ce que l'on appelle des instances multiples, et donc dupliquer ce module afin de créer deux instances. Vous pouvez donc créer une instance qui va se concentrer sur le bruit de luminance en vous concentrant sur le mode moyenne non local, et une autre instance basée cette fois-ci sur le mode ondelette qui va se contenter d'essayer d'améliorer le bruit dans les problèmes de bruit de chrominance. N'hésitez pas à combiner différentes instances afin de lutter plus efficacement contre le bruit qui pollue votre image. Mais j'observe aussi que comme je suis face à un bruit de luminance et à un bruit de chrominance, je pourrais très bien, même au travers de mes instances multiples, combiner la force des modes à la force des modes de fusion de masques. Nous verrons cela un petit peu plus tard et vous allez voir que les possibilités de réglage et les possibilités d'intervention de l'utilisateur sur des images bruitées dans Darktable sont quasiment exponentielles. À la limite, nous pourrions presque dire que trop de choix tue le choix. C'est la raison pour laquelle j'insistais bien sur le fait de plus se concentrer sur la compréhension des phénomènes plutôt que sur les curseurs eux-mêmes. Nous allons faire une petite pause un instant et nous allons voir le module suivant, le module qui est sans aucun doute le plus simple à aborder mais qui mérite quelques petits commentaires. Il s'agit du module de réduction du bruit RAW et nous le voyons dans un instant. A tout de suite. Le module de réduction de bruit RAW donc se passe en apparence de commentaires. Car comme vous pouvez le constater, dès lors que vous le déroulez, vous n'avez à votre disposition qu'un seul et unique curseur. Ce curseur de seuil de bruit agit comme ses petits cousins. Lorsque vous le poussez sur la droite, eh bien vous augmentez le lissage. C'est une sorte de module anti-panique, une sorte de module à tâtons. On utilise généralement celui-ci pour venir chercher petit à petit des valeurs de lissage qui semblent convenables afin ensuite de les enregistrer, par exemple, pour en faire des presets. Petite subtilité tout de même, ce petit module ne fonctionnera pas sur vos JPEG, il ne traitera que des fichiers RAW, donc inutile de vous acharner avec le curseur sur un JPEG ou sur un TIFF, il ne fonctionnera pas. Deuxième observation, si je clique sur le menu déroulant Fusion, je n'aurai à ma disposition que les masques de fusion de calque, mais aussi l'option masque dessiné. Je n'aurai vraiment que cela à ma disposition. Vous vous doutez bien que ce module doit être utilisé de façon assez brute, assez rudimentaire, mais il est tout de même très efficace et peut venir en complément d'autres modules pour vous apporter son aide. Il a en tout cas le mérite d'exister. C'est un module qu'il vous faudra en tout cas explorer comme tous les autres. Allez, on voit celui dédié à la réduction du bruit non local. Le module réduction de bruit non local, comme son cousin bilatéral, est un module très gourmand en ressources. Nous vous conseillons donc, l'aide et moi-même, de placer plutôt ces modules en fin de pipeline afin de ne pas trop surcharger votre workflow. La deuxième chose qu'il vous faut savoir, c'est que ce petit module fonctionne sur le principe des moyennes. En gros, grâce au curseur de taille, vous allez déterminer une taille de pixels de zone. À partir de cette taille, il va s'en inspirer et essayer de déterminer une moyenne des pixels avoisinants. Mais attention, selon un curseur de taille de zone, de similitude. Si bien entendu dans votre image vous avez des grosses différences de type de bruit, il se pourrait très bien que celui-ci pioche un petit peu. C'est la raison pour laquelle vous devrez toujours bien observer votre travail et ce dans toutes les zones de la photo. Mais nous en reparlerons un petit peu plus tard. Notre curseur de force lui fonctionne comme ses petits cousins. Plus vous le poussez vers la droite, plus vous allez forcer l'effet, plus vous allez lisser. Et bien entendu à gauche, c'est le contraire. Vous avez un curseur qui va se concentrer sur le bruit de luminance en activant son masque de flou. Bien entendu, plus vous allez vers la droite, plus vous allez flouter. Et vous avez généralement par défaut à 100% un curseur qui fait la même chose mais sur la chrominance. Si vous allez dans l'autre sens, vous allez baisser bien entendu la force du réglage.
Généralement, celui-ci est au taquet, car il essaye au mieux de supprimer le bruit de chrominance. Nous allons voir un petit peu maintenant son petit cousin, le module réduction du bruit bilatéral, pour la fin de la revue de ces 4 modules. A tout de suite. Ce 4e et dernier module, le module de réduction du bruit bilatéral donc, souffre des mêmes maux que son petit cousin non local. Il est très gourmand en ressources et plutôt orienté haute sensibilité. Réservez-le donc en fan pipeline si votre configuration est petite, si vous avez une petite bécane. Si par contre vous avez un matos qui envoie du bois, n'hésitez pas, servez-vous-en à n'importe quel moment de votre workflow. Sachez tout de même que plus vous poussez les curseurs, bizarrement, moins les ressources sont sollicitées. C'est donc un module orienté plutôt haute sensibilité, et c'est un module surtout qui est sans aucun doute le module le plus roi des 4 en ce qui concerne le combat contre le bruit de chrominance, car celui-ci repose sur le principe du module RVB. Il va donc aller détecter les taches de couleur, en rouge, en vert et en bleu, les analyser, et c'est surtout le module qui est le plus à même de déterminer les tailles et les distances des taches entre elles. Il fonctionne sur le principe du masque de flou gaussien, il a donc un curseur de rayon. Plus vos tâches sont importantes et surtout distantes les unes des autres, plus vous allez devoir augmenter votre rayon pour englober ces petites sections de tâches, de manière à ce que votre module, l'algorithme du module les analyse et puisse les traiter indépendamment les unes des autres. Une fois que ce rayon englobe suffisamment les zones que vous voulez traiter, en tout cas le principe de zone que vous voulez traiter, vous n'avez plus qu'à vous servir de vos curseurs de rouge, de vert et de bleu pour forcer votre flou. Vous aurez donc la possibilité d'intervenir indépendamment sur chaque canal. C'est probablement, en termes de chrominance, de bruit de chrominance, le module le plus chirurgical. Allez, maintenant, on va passer à l'analyse. Vous allez voir que dans la gestion du bruit, celle-ci est très importante. A tout de suite. Avant de vous lancer dans votre combat contre le bruit, vous devrez vous battre contre vous-même. Ce que je vous dis peut vous sembler un petit peu bizarre, mais souvenez-vous de ce que je vous disais en introduction. Votre matériel a des limites. À partir de sa valeur ISO native, votre boîtier est capable de vous rendre de très belles images. Dès lors que vous modifiez la sensibilité, vous ferez rentrer inexorablement dans vos images du bruit. Ce bruit aura donc une présence qui sera plus ou moins supportable selon vos goûts, selon vos souhaits, mais surtout selon ce que vous souhaitez faire de votre image. Le bruit, un bruit léger sur votre image peut être charmant. Il peut apporter une note vintage en donnant un petit peu de grain comme on le retrouvait dans les photos argentiques. Ne vous focalisez pas sur sa simple présence, regardez surtout l'effet qu'il a sur vos images. Mais surtout, ne faites pas systématiquement ce que je vais faire maintenant. Lorsque la plupart des utilisateurs s'attaquent au bruit, voici ce qu'ils font en premier. Ils zooment. Ils viennent regarder l'image dans une portion de taille qui est vraiment extrêmement zoomée. Si vous devez tirer cette image par exemple sur un papier 10-15, il n'y a absolument aucun intérêt à vous acharner comme un sauvage à essayer de supprimer chaque micro-tache de chrominance si votre image doit rester petite. Adaptez donc vos critères de choix, vos critères d'exigence en fonction de la destination de l'image. La destination de l'image en termes de diffusion, de support, de projet. Si bien entendu, vous êtes un professionnel et que vous tirez vos images pour en faire des 4x3 que nous verrons dans toutes les villes de France, bien évidemment, vous devrez soigner plus spécifiquement le bruit de vos images afin d'avoir un rendu professionnel, correct. Mais si vous n'avez que des images destinées à être visionnées sur des réseaux sociaux ou bien imprimées sur tirées sur des petits formats d'images, ne vous acharnez pas non plus l'esprit, car ceci risque de vous polluer et d'être contre-productif. Je m'explique. Si je zoome cette image à ce niveau de zoom, je vais bien entendu commencer à traiter mon bruit, mais traiter mon bruit par rapport à ce que je vois. Si je n'ai pas le recul nécessaire, je vais traiter mon bruit jusqu'à le supprimer. Je vais donc utiliser tous les outils de lissage qui sont à ma disposition et je vais lisser. Je vais donc forcément perdre des détails importants de mon image puisque je la regarderai à un niveau de zoom qui sera vraiment trop important. Lorsque je prendrai ensuite le recul nécessaire, il y a de fortes chances pour que je me rende compte que mon image n'est plus du tout acceptable. Et vous aurez le même effet
donc une photo bruitée, c'est-à-dire une photo médiocre. Le bruit, la gestion du bruit, le combat contre le bruit repose sur le principe du compromis. Vous devrez donc privilégier une certaine quantité de détails avec une certaine quantité de lissage pour obtenir des images qui soient acceptables. Mais attention, des images qui soient acceptables selon leur destination. Pardonnez-moi de me répéter, mais ne vous mettez pas martel en tête à essayer de supprimer chaque petit grain de chaque petite tâche, de chaque petit bruit, car vous risquez certainement d'y passer plusieurs de vos nuits consécutives sans obtenir un résultat correct. Allez, on va maintenant analyser une photo en profondeur et regarder comment le bruit se manifeste dans une image et surtout où aller le chercher et comment. A tout de suite. Pour illustrer ce tuto, je suis allé à la pêche aux images et j'ai ramené quelques petites images bruitées. J'en ai à différents endroits de mon disque dur, nous les sortirons au fur et à mesure. Dans cette petite série de vignettes, les 3 premières que vous voyez sont extraites d'un site internet qui teste les appareils photo. Ces 3 photos ont donc été prises avec un Patax K3 et ces 3 images sont donc des RAW brutes prises à différentes sensibilités. La 3e image est l'image que je voudrais que nous voyions ensemble en profondeur, mais avant, je voudrais juste vous faire observer 2 ou 3 petites choses sur les 2 premières. Voici la première image. Comme vous pouvez le constater dans les informations de l'image, celle-ci a été prise à une sensibilité de 1600 ISO. Cette photographie est donc, comme vous pouvez le constater, une vue sur un robinet en cuivre recouvert de verre de gris, avec une zone de profondeur de champ qui est très faible. Ici, on est déjà flou, et là-bas, carrément. La photo globalement a une bonne exposition, comme vous pouvez le constater, elle ne tape pas trop dans les tons clairs et n'est pas du tout bouchée, et nous avons ici une grande quantité d'informations dans les tons moyens. Cette photo est relativement bien, comment dirais-je, exposée. Si bien entendu je mettais 2-3 petits coups de molette sur mes outils traditionnels de réglage d'exposition, j'obtiendrai un équilibre parfait, mais je vais la laisser telle qu'elle est. Cette photographie, si elle devait être tirée sur un format de papier qui a cette taille, n'aurait absolument aucun besoin d'être retouchée, d'être rectifiée en termes de réduction de bruit. Je vais zoomer un petit peu et vous faire observer quelque chose. Ici, nous sommes sur la zone de netteté de l'image et comme vous pouvez le constater, nous avons un niveau de détail qui est parfait. Nous avons un petit peu de grain, certes, mais nous avons une bonne zone de netteté, des détails bien restitués, etc. J'en veux pour preuve, et j'espère que vous avez activé la HD sur YouTube, que nous voyons ici des petits fils d'araignée qui apparaissent en arrière-plan, malgré que ces fils soient déjà dans la zone de flou. Si cette image avait un bruit insupportable ou en tout cas inacceptable, vous ne verriez pas ces petits fils d'araignée. Si en revanche je me déplace, je vois que le bruit sur mon image est bien présent, et voire omniprésent, qu'il s'agit d'un bruit à forte dominance de bruit de luminance, et ce bruit est partout sur mon image. Cela n'empêche pas, malgré son omniprésence, de rendre une image qui est parfaitement acceptable. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'il ne faut pas toucher ce bruit. Nous pouvons bien entendu, avec les outils qui sont à notre disposition, améliorer les choses. Mais voici l'exemple typique d'une photographie que vous pouvez très bien laisser telle qu'elle selon sa destination. Si votre boîtier à 1600 ISO rend des images de cette qualité-là, n'hésitez pas, prenez autant de photos que vous le désirez ou dont vous aurez besoin à cette sensibilité-là. Voici une photographie qui est parfaitement acceptable. La suivante, nous allons un peu pousser d'une extrême à l'autre, est une image, comme vous pouvez le constater, qui a été prise à 6400 ISO. Celle-ci est légèrement sous-exposée, bien entendu, mais elle garde une tonalité générale qui est relativement équilibrée. Cette poutre avec ses reliefs est relativement claire, et si je zoome, nous voyons que nous avons un bruit, malgré les 6400 ISO, relativement bien, comment dirais-je, maîtrisé. Nous avons un petit peu de bruit de chrominance qui commence à apparaître dans les zones d'ombre, mais malgré tout, le bruit qui domine généralement l'image est un bruit, là encore, de luminance, malgré l'omniprésence d'un bruit de chrominance assez faible en arrière-plan. Cette image a été prise dans une sensibilité qui commence à devenir une sensibilité importante, une sensibilité à risque, mais malgré tout, une image comme celle-ci, avec quelques petites corrections, peut être parfaitement exploitée. Bien entendu, si cette photo devait se transformer en une publicité en 4:3, elle demanderait beaucoup plus de travail, et là, je serais peut-être un petit peu plus dubitatif quant au rendu de celle-ci pour une qualité sur un tel format. Mais globalement,
Si votre appareil photographie rend des images comme celle-ci à 6400 ISO dans de bonnes conditions de prise de vue, ou dans de bonnes conditions d'exposition en tout cas, cela reste encore une possibilité d'envisager d'aller prendre des photographies dans cette plage d'exposition. Seulement voilà, et là nous en venons à notre troisième image. Voici une image qui a été prise à 6400 ISO avec le même appareil photographique. Mais cette photo a quelques petites spécificités, quelques petites particularités qui la rendent absolument imbuvable. Même si d'aspect à ce niveau de zoom, cette photo est relativement acceptable, elle présente des pièges, et là, je précise bien des pièges pour les acharnés du bruit. Celles et ceux qui vont aller chercher, comme je le disais tout à l'heure, à un facteur de zoom bien trop important, le bruit là où il se trouve. Cette photo réunit en son sein la quasi-totalité des pièges que l'on peut retrouver dans une image bruitée. Une image bruitée, encore que relativement bien équilibrée. Le premier détail dans la composition qui frappe est bien entendu cette porte avec ce fronton. Nous voyons ici un bas-relief représentant une coupe avec différents feuillages, etc. Bref, un motif assez riche. Nous voyons ici tout autour de la porte des moulures avec des médaillons. Nous avons ici sur la droite une colonne, elle aussi très riche. C'est d'ailleurs la même colonne que celle de la photo précédente. Mais nous avons surtout ici deux ouvertures. Une que nous voyons plus particulièrement ici. Nous avons derrière l'entrebâillement d'une autre ouverture que nous devinons à peine, et la deuxième qui est sur le côté. On voit ici un bout de porte entrebâillé, et cette porte vient briser la lumière transversale qui vient par le côté, et elle génère sur ce mur des ombres. Ces ombres créent des problèmes en termes de bruit. Mais là où cette image est encore un petit peu plus particulière, c'est que cette image représente une pièce qui est recouverte d'une tapisserie ornementale. Et cette tapisserie, pour celles et ceux qui sont nés avant les années 90, vous en avez certainement vu chez vos grands-pères, chez vos grands-mères, ou dans les musées, les châteaux, ou les vieilles bâtisses. Ce sont généralement des tissus ou des matériaux assez épais, ou des tapisseries, et bien entendu, sur ces tapisseries, vous avez un motif, un relief, qui vient sortir comme cela de la tapisserie. Si je zoome un petit peu, à ce niveau, je suis environ à 50% de zoom. Je vois ici les motifs, je les devine ici sur ma tapisserie, et si je me déplace, je les vois encore ici. On peut dire qu'à 50%, le facteur de zoom me permet encore de voir certains détails. Je vais prendre un petit peu de recul, et je voudrais maintenant, avant de passer à un facteur de zoom bien plus important, vous faire remarquer une petite chose. Ici, nous avons une partie en bois qui, elle, est très très bien éclairée. Et nous avons une bande sur la porte qui est ouverte, jusqu'à cette petite poutre, qui est relativement bien exposée. En revanche, l'exposition se dégrade dès lors que l'on se déplace vers la gauche de l'image, et ici, nous sommes un petit peu sous-exposés. Mais lorsque nous arrivons derrière la porte, bien entendu, nous commençons à attaquer une zone bouchée. Je vais donc zoomer à 100% et vous faire voir quelque chose. Ici, nous voyons en règle générale que l'image est frappée d'un bruit de chrominance évident, à forte dominante de magenta. Si je me déplace, je vois ce bruit toujours proéminent. Sur le panneau de la porte qui est un petit peu plus clair, c'est flagrant. Dans la partie ombragée, alors là c'est la cata, il envahit. Mais si je me déplace vers le bas de ma porte, cette espèce de partie en bois qui est beaucoup plus claire, vous voyez qu'ici, le bruit de chrominance, malgré sa présence toujours effective, est ici beaucoup plus maîtrisé. Il y a donc une différence notoire entre ces parties-là et celles-ci, qui pourtant, en termes d'exposition, doivent être de l'ordre de un IL et demi, ce qui n'est pas énorme quand on y pense. Souvenez-vous, la partie gauche de la porte, la partie verticale qui est relativement bien exposée, reste elle aussi plutôt bien maîtrisée en bruit, ce qui est le cas à peu près de toute cette zone. Maintenant, je vais me déplacer au fur et à mesure vers la gauche, et cette fois-ci, je vais gonfler mon facteur de zoom. Je suis ici à 200%, je suis sur ma porte, et là, nous voyons plus près le bruit de chrominance dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais me déplacer, et regardez, je commence à arriver ici, sur la petite vignette là, dans la zone un peu plus ombragée, et regardez comme mon bruit de chrominance se densifie. Je vais me déplacer encore, voilà. Ici je vois apparaître
je devine les petits traits de mon motif de tapisserie et regardez comme la dominante de couleur commence à changer. Ici, je suis face à une dominante plutôt jaune-verte. Elle est très présente. Je vais encore me déplacer. Et regardez que plus je me déplace vers la gauche, plus ce bruit de chrominance va commencer à se resserrer. Je vais placer mon petit sélecteur de zoom pile poil à l'axe de la jointure qu'il y a entre la partie qui commence à être très ombragée et la partie légèrement sous-exposée. Je vais la placer ici même, en espérant ne pas trop trembler. Voilà qui est fait. Presque. Ici, nous sommes encore dans la partie ombragée que l'on va considérer comme acceptable. Et ici, nous commençons à rentrer dans les ombres. Regardez à quel point le bruit de chrominance se transforme. Ici, nous avions un côté un peu plus pastel. Et là, nous sommes envahis par le vert et le jaune. Ce jaune tire à l'orange et commence à se densifier. Le vert disparaît un petit peu plus. Il y a donc une sorte de combat entre les couleurs. Je vais continuer à me déplacer et regardez comme plus je me rapproche de l'ombre, là, nous sommes ici dans la zone de tout à l'heure, plus je commence à densifier mon bruit de chrominance et regardez la différence entre ces taches et celle-ci. Je vais encore me déplacer. Là, on resserre. Et on commence à voir apparaître, regardez, des grandes nappes vertes, ici, qui sont distantes les unes des autres, à de plus grandes distances, vous en conviendrez, que celle-ci. Où là, nous sommes plutôt sur une succession de taches de 3-4 couleurs environ, qui se joignent les unes aux autres. Ici, nous avons des masses de couleurs qui se détachent. Nous commençons à voir apparaître le même phénomène dans les magentas, donc nous avons des grands filandres de vert, des grands filandres de magenta, et nous voyons ici des petits zébras un peu plus pourpres ou bleus, qui commencent à venir s'intercaler. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que ces zones bleues n'existent pas 25 cm plus loin. Je vais encore me rapprocher de l'ombre, et là cette fois-ci, je vais me caler quasiment à côté de la porte. Regardez comme le bruit de chrominance s'est transformé. Le jaune a quasiment disparu, nous n'avons plus ici que des filandres de vert, le magenta commence ici à être un petit peu plus présent, et nous avons ici une densification du bleu et du pourpre. Regardez entre ici et là. Tout ce bleu, tout ce pourpre n'existe pas, ou quasiment pas, 50 cm plus loin. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? Eh bien tout simplement que si vous traitez le bruit pour cette zone, vous aurez complètement lissé la totalité de votre photo. Si vous traitez en revanche le bruit sur cette zone-ci, vous n'arriverez pas à enlever ce bruit-là de façon traditionnelle. Lorsque je dis de façon traditionnelle, c'est-à-dire en agissant sur la totalité de l'image à la fois. Vous allez donc devoir faire preuve de beaucoup d'imagination, dépenser énormément de temps et d'énergie pour un résultat qui, dans ces zones-là, sera de toute manière inexorablement médiocre. Il y a donc un rapport direct entre la sensibilité à laquelle vous prenez vos images, les conditions de prise de vue auxquelles vous prenez vos images. Vous devez donc toujours veiller à bien équilibrer et la propreté de vos conditions de prise de vue et la sensibilité à laquelle vous prenez vos images. Nous avons vu entre celle-ci et celle-là que 6400 ISO ne veulent pas dire grand-chose et ne sont pas tout à fait comparables selon les conditions d'exposition. C'est la raison pour laquelle vous allez devoir vous livrer à des tas de tests et essayer de voir, en fonction des conditions d'exposition, de la quantité de lumière qui est à votre disposition, des temps de pause et de votre sensibilité, jusqu'où vous pourrez aller avec votre boîtier. Allez, on fait une petite pause, juste pour une petite récap, avant la fin de cette première partie de tuto. A tout de suite. À ce stade de l'explication, certains seraient en droit de se dire « Wow, tout ça pour ça !» Et oui mes amis, tout au long de cette première partie, nous n'avons touché à aucun curseur. Pas plus d'ailleurs que nous n'avons tenté une quelconque réduction de bruit sur aucune des images présentées. Pourtant, ce que nous avons vu et surtout appris est très important. Car à partir de la deuxième partie de ce tuto, lorsque nous allons nous attaquer à de vraies réductions de bruit dans vos images, vous devrez garder à l'esprit une chose simple.
Vous devez être capable de distinguer ce qui relève de la problématique d'une image et de son niveau de bruit. Car votre logiciel ne sera pas capable de faire des miracles si votre image est trop bruitée. Si vous êtes un amateur et que vous avez un boîtier d'entrée de gamme, n'enviez pas le professionnel. Le professionnel, lui, va être capable de mettre 7500 € dans un boîtier, car ce boîtier sera pour lui un outil de travail. Il aura donc forcément un matériel qui sera capable d'avoir un meilleur rendu dans de plus grandes sensibilités, mais cela ne nous dédouanera pas de la même problématique que vous au sujet de la réduction de bruit de l'image. Car finalement, le bruit est un problème de seuil. Seuil, point de départ, commencement, à partir duquel le bruit va devenir un problème pour vos images. Si votre seuil se situe à 800 ISO, vous aurez exactement le même problème qu'un professionnel dont le seuil est à 80 000. Vous aurez vis-à-vis de votre matériel les mêmes exigences qu'un professionnel. Sauf que votre seuil ne sera pas du tout au même endroit. Donc, analysez plutôt le bruit pour ce qu'il est et ne condamnez pas trop vite ni votre matériel ni votre logiciel. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. Et pas de stress, on s'attaque au bruit dans le tuto numéro 26, partie 2. A bientôt, salut, bye bye.